Merci d'être avec nous ce soir sur Canal 3 Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce week-end, les clarifications du gouvernement à la représentation nationale au sujet de la traque contre les cybercriminels. Aurélie Adam Soulé Zoumarou nuance la cyberescroquerie répandue chez les jeunes béninois interpellés avec une supposée connaissance pointue des outils du numérique. Ce sont des délinquants qui étendent leurs actions dans le domaine du numérique, explique la ministre en charge du secteur et de la digitalisation députée cette semaine. Les élus ont opiné diversement sur cette lutte menée par le gouvernement et ses conséquences à la suite des réponses apportées à cette question adressée. Women in Global Health, Bénin lance effectivement ses activités au pays 2 ans après son implantation. Le top a été donné ce matin même à Cotonou. C'est un vent de leadership féminin éclairé dans le domaine de la santé qui va donc souffler sur le Bénin dans les tout prochains jours. L'association a reçu le soutien des autorités gouvernementales qui épousent la vision. Le lancement est à suivre dans cette édition. Et puis 23e édition de la journée mondiale des toilettes en différé hier au Bénin. USAID, Muniwash et la mairie de Cotonou ont réuni plusieurs acteurs autour du thème international de l'année, accélérer le changement, la loi sur l'hygiène publique et d'autres problématiques de préservation de l'environnement ont été débattues à cette rencontre. Vous le savez, le gouvernement mène depuis quelque temps une lutte sans merci contre la cybercriminalité au Bénin. Des centaines de jeunes sont régulièrement épinglés et envoyés en prison pour cyberescroquerie depuis quelques mois dans ce pays. Et c'est pour mieux comprendre cette politique du gouvernement en matière de lutte contre la cybercriminalité que le Parlement lui a adressé des questions, des interrogations auxquelles d'ailleurs l'exécutif a répondu ce jeudi. Suivez ici les explications de la ministre en charge du numérique et de la digitalisation. Ce sont des propos recueillis par Eva Houdon. L'OCRC, en collaboration avec la CIN et la CRIET, traque également les cybercriminels. Donc, il y a une opération de tracking des cybercriminels menée par l'OCRC en relation avec ces deux entités. Et ces actions concertées des unités opérationnelles ont permis d'interpeller au Bénin, presque à la date d'avril 2023, presque 5 000 personnes, 5 000 cas, dont une grande partie se sont avérées et qui ont abouti donc aux actions idoines pour leur prise en charge par la justice. En termes de préjudice, ça représente quand même des montants conséquents qui ne sont pas négligeables, surtout quand on sait que dans la plupart du temps dans notre pays, les préjudices sont quand même viennent pour la plupart de la cyberescroquerie. On a l'impression, ou on a cette idée reçue dans le public, que les cybercriminels sont des personnes qui sont des geeks, c'est-à-dire qui maîtrisent l'outil informatique, qui sont donc des cerveaux ou des intelligences qui peuvent être utilisées plutôt donc que de les arrêter et de les incarcérer. Mais en pratique, c'est une idée reçue qui s'avère fausse, parce que la plupart du temps, on constate que ce sont des individus, des réseaux organisés, des personnes qui, en fait, ne sont que des personnes qui avaient l'habitude ou qui ont pris l'habitude de commettre des délits. C'est juste qu'ils utilisent cette fois-ci des outils numériques. On a des personnes qui ne peuvent même pas taper sur un clavier, des fois, qui ne sont pas aguerries à l'outil informatique nécessairement. Donc, ce ne sont pas vraiment des personnes qu'on peut voir comme des cerveaux informatiques, comme souvent on le croit. Donc, ces cyberescroqueries sont à différencier des grandes activités cybercriminelles qu'on voit de façon intercontinentale, avec des vols de données massives, par exemple, comme on peut le lire des fois dans l'actualité, où des données bancaires dans des grandes banques peuvent être dérobées par des réseaux, cette fois-ci intergouvernementaux. Et là, effectivement, on est dans un tout autre domaine. Ce sont des hackers qui ont justement des connaissances plus pointues. Donc, la majeure partie des cas que nous rencontrons dans le pays sont des cas de cyberescroquerie pure et simple, et donc ne sont pas à confondre avec ces grandes activités cybercriminelles
intercontinentale dont je viens de parler. Et la réaction des députés ne s'est pas fait attendre à l'issue de cette réponse du gouvernement. Suivez ici les élus Chantal Ayi, Eugénie Kouana, Malik Gominan, Armand Gansey et Kamel Ouassangari au sujet de cette politique du gouvernement en matière de lutte contre la cybercriminalité. Je voudrais ici, puisque nous disons que nous représentons le peuple, nous sommes là pour le peuple, nous sommes la représentation nationale. Je voudrais un peu que les leaders politiques, les partis politiques, nous ici, la représentation nationale, que nous sachions jouer le rôle qui est le nôtre. Parce qu'une fois nos jeunes frères, une fois notre jeunesse disent petits cyber-escrocs envoyés en tôle, il faut que nous cessions de leur faire croire que ce crime-là n'en est pas un et de penser, de vouloir, et il faut que nous cessions de vouloir faire d'eux des héros. Ce ne sont pas des héros, ce sont des criminels. Et quand on envoie un criminel dans une maison d'arrêt, c'est pour lui permettre d'y passer le temps nécessaire afin d'enclencher un processus de changement. La lutte contre la cybercriminalité doit partir des familles, des parents, surtout les mesures préventives en matière d'éducation des enfants, la prise en compte des mesures dans les programmes des écoles et les centres de formation professionnelle et l'implication des élus locaux, surtout les chefs de village et chefs quartiers dans nos communes. Je voudrais remercier Madame la ministre pour cet exposé. Mais après elle, il faudrait aussi qu'on puisse remercier les cadres, les techniciens, notamment ceux de l'OCRC, pour les prouesses qui sont les leurs. Parce que personne ne s'imagine s'ils n'étaient pas aussi bien équipés et aussi bien vigilants. Tous ces jeunes-là, ce que notre pays allait devenir, parce que le nombre est de plus en plus croissant et même effrayant. Mais, ça c'est la partie répressive. Et la prévention. Je reviens au gouvernement pour dire qu'il faudrait qu'il puisse accélérer le programme de la formation technique et professionnelle. Parce que ces jeunes, lorsque vous essayez de discuter avec eux, ce sont des gens qui sont prêts à retourner, mais même après quelques jours de séjour dans les maisons d'arrêt. Ils sont prêts à retourner parce qu'ils estiment qu'eux, ils n'ont que cette porte de sortie. Si de nos universités ne sortent que des gens qui sont capables de devenir des tenanciers de kiosques de mobile money ou des administrateurs de groupes WhatsApp, on ne va pas s'étonner qu'un grand nombre puisse avoir recours à la cybercriminalité. Le gouvernement doit pouvoir accélérer le programme de formation professionnelle pour que ces gens-là puissent avoir quelque chose à faire. Parce qu'aujourd'hui, ils ne savent rien faire. Donc, quand ils trouvent le mécanisme de cybercriminalité, ici en gouffre. Donc, c'est bon la répression, mais privilégions la prévention. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'OCRC qui fait un travail formidable. Mais je voudrais que le gouvernement puisse suivre, puisse avoir un suivi par rapport à ces jeunes-là qui sont déposés dans nos géoles. Parce qu'on constate que depuis les géoles, ces jeunes continuent de travailler allègrement, avec élégance même. Ils continuent d'arnaquer. On dirait que la prison est comme une couverture pour eux et ils profitent donc de ça pour arnaquer. On sait que l'opération se fait sur la base donc des ordinateurs et des portables. Alors que dans nos prisons, l'utilisation des portables est interdite. Mais comment se fait-il que ces jeunes continuent de travailler avec élégance dans les prisons alors que l'utilisation des portables est interdite dans les prisons? Pour faire face durablement au chômage et
sous-emploi des jeunes, il faut élaborer et mettre en œuvre des programmes de volontariat qui forment aux valeurs civiques et citoyennes et qui préparent les jeunes à une insertion sociale et professionnelle structurée. Notre pays pourra aussi se doter d'une loi sur le volontariat. On en a assez parlé de l'inadaptation de nos curricula de formation scolaire et estudiantine avec les réalités du marché du travail. Il faut prendre le taureau par les cornes et changer d'école, transformer notre école. Chacun de nous est donc sommé d'assumer sa part de responsabilité. Parce que je dis et je le répète, tout le monde est coupable. Eh bien, hors de l'hémicycle maintenant. Après Abuja au Nigeria en mai 2022, c'est au tour de Cotonou d'accueillir les travaux de la session ordinaire du comité des ministres du projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Un rendez-vous pour évaluer les différentes actions mises en œuvre au profit des États membres de la région ouest-africaine. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par Samou Seydou Adambi, ministre béninois de l'énergie et ministre président en exercice du comité des ministres de l'OAGA. Le point avec Idrissou Boukari. Les travaux de la session ordinaire du comité des ministres du projet gazoduc de l'Afrique de l'Est s'ouvrent ce jeudi 23 novembre 2023. Le projet est une initiative de la CEDEAO issue de son document de politique énergétique adopté en 1982 par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté. Le Bénin, le Nigeria, le Togo et le Ghana en sont les membres. Le projet a été mis en place pour faire face aux nombreux défis énergétiques de la sous-région ouest-africaine, comme la non-couverture de la demande et la fréquence des délestages. Je me réjouis du rôle moteur que les États membres de l'AGAO ont joué dans la réalisation de cette importante infrastructure régionale et surtout pour tous les efforts que le comité des ministres a entrepris ces dernières années pour apporter des réponses judicieuses aux difficultés qui affectaient le fonctionnement du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Efforts qui ont permis de redonner une certaine vitalité à cette initiative régionale et je voudrais vous en féliciter sincèrement et personnellement. 52% de la population a accès à l'électricité dans la région, selon le représentant du président de la commission de la CEDEAO, ce qui traduit la taille des défis à relever dans les années à venir. Après 12 ans de mise en œuvre, c'est le moment de faire le bilan des actions menées et définir de nouvelles perspectives. Mis en service en novembre 2011, le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest a connu des difficultés, mais aussi et surtout d'impacts positifs sur la communauté. Il s'agit notamment de l'ouverture du GAO en 2012 aux chargeurs autres que le chargeur d'origine, ce qui a permis d'enregistrer à la date d'aujourd'hui plus de 12 chargeurs, même si tous ne sont pas encore opérationnels. D'une meilleure disponibilité de gaz sur le GAO, la réalisation du projet d'interconnexion Takoradi-Perma qui a permis d'accroître significativement le volume de gaz transporté par le GAO avec bien évidemment un impact positif sur le tarif de transport. Gaz naturel au service du développement économique et de l'intégration régionale. C'est le thème de cette session ordinaire. Les décisions qui seront prises au cours de ces travaux permettront aux différentes parties prenantes d'accroître la production de l'électricité, la rendre disponible, la pérenniser et la rendre abordable pour les consommateurs de la région. Les membres du comité d'orientation et de suivi du programme d'appui à la gouvernance et au renforcement de l'attractivité territoriale AGOA ont tenu hier et jeudi la première session spéciale de leur organisation. Cette rencontre a pour objectif de réfléchir autour des acquis et imperfections constatées dans la mise en œuvre de ce programme pour justement relever les défis. Cette session spéciale a réuni à Komigéa, nous sommes là dans la commune de Ndali, tous les acteurs impliqués dans cette mise en œuvre d'une initiative d'ailleurs qui couvre 27 communes des départements du Septentrion. Lancement des travaux avec Epiphane Chabi. Cette première session spéciale des membres du comité d'orientation et de suivi
du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora a pour but de réfléchir autour des acquis et difficultés des acteurs chargés de la mise en œuvre de cette initiative. Opérationnelle depuis juin 2022, grâce à l'appui financier et technique de la coopération suisse au Bénin, le programme Agora vise à assurer le développement durable dans un environnement sécurisé afin de faire des territoires des espaces intégrés de développement au profit des jeunes, des femmes, des hommes et des enfants des 27 communes des 4 départements du Septentrion. Les résultats sont satisfaisants de notre point de vue, même si on a encore certaines insuffisances qu'il faudra améliorer. Au regard des changements attendus et des indicateurs de mesure des effets du programme, des défis importants restent à relever pour l'atteinte des objectifs. Vous pouvez être rassurés que notre équipe opérationnelle et nous-mêmes en appui interne sommes à pied d'œuvre pour relever ces défis. Il s'agira de faire des préconisations pour améliorer les faiblesses constatées lors des missions de suivi. Néanmoins, je voudrais décerner un satisfecit au ministère de la décentralisation et particulièrement au DEPAF pour la mise à disposition des préfectures de moyens matériels roulants, des voitures, pour assumer pleinement leurs fonctions. Ce cadre est donc l'occasion propice pour les acteurs du programme Agora de faire un point à mi-parcours de leurs différentes initiatives dans ces communes d'intervention. Cette rencontre de COS Agora fait suite à la session spéciale des membres du comité interdépartemental qui s'est axée sur les orientations générales du programme et les activités à mener au profit des bénéficiaires. Les acteurs réunis dans cette salle auront donc à définir les bases d'une bonne conduite du programme Agora. Vous convenez avec moi que nous avons une lourde et énorme responsabilité d'assurer la réussite du programme à travers des actions porteuses d'effets pour le bien-être de nos populations. Mesdames et messieurs, j'ai la ferme conviction que tous ensemble, nous ne ménagerons aucun effort pour l'atteinte réelle de ces objectifs. Le programme Agora est financé par la coopération suisse au Bénin et intervient dans les 27 communes des 4 départements du Nord Bénin. Cette session spéciale va permettre de renforcer les interventions du programme dans ces différentes communes. La journée mondiale des toilettes, la 23e, c'était le 19 novembre dernier. Dans ce cadre, le projet USAID MuniWash et la mairie de Cotonou ont commémoré en différé la journée cette semaine avec l'appui financier de l'organisation non gouvernementale ABMS-PSI. Le thème de cette année est intitulé « Accélérer le changement ». C'était à l'hôtel de ville de Cotonou avec une communication sur la loi sur l'hygiène sous les yeux, bien sûr, de Ouliat Sanoussi. La mairie de Cotonou accueille la 23e édition de la Journée mondiale des toilettes. Cette journée, célébrée chaque 19 novembre depuis 2001, a pour objectif de sensibiliser le public sur le rôle essentiel des toilettes dans la protection de l'environnement et de la santé publique. L'événement organisé par le projet USAID MuniWash, en collaboration avec la municipalité, est financé par l'ONG ABMS-PSI, Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. Cette journée de célébration est par conséquent un moment de partage, d'information sur les pratiques nouvelles dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement. Elle ouvre en outre une lucarne en termes de sensibilisation au changement de comportement destinée à intégrer et surtout à renforcer l'utilisation des produits d'assainissement dans les mœurs et les habitudes des Béninois. C'est pourquoi nous avons la présence des acteurs clés et indispensables que sont les prestataires du secteur privé qui fournissent des produits et services de base pour rompre avec la défécation à l'air libre. La question de l'hygiène et de l'assainissement à l'échelle internationale demeure préoccupante avec des milliers de personnes qui pratiquent la défécation à l'air libre, faute d'infrastructures d'assainissement de base.
Les chiffres officiels de l'OMS et l'UNICEF font état de 3,5 milliards de personnes vivant sans toilettes adaptées. Au Bénin, selon le Joint Monitoring Programme 2022, 49% de la population continue de déféquer à l'air libre. La commune de Cotonou se réjouit de faire partie des bénéficiaires de ce projet qui, à cette date, nous a permis de disposer d'un plan de renforcement institutionnel dont la mise en œuvre améliorera de façon significative la qualité des services rendus à la population en matière d'eau, hygiène et d'assainissement. La problématique est d'enjeu car elle impacte la santé et requiert un regard singulier pour le développement durable et harmonieux de nos cités. Le défi est encore important et nous devons continuer la lutte pour l'accès des populations au système d'assainissement adéquat. La mobilisation ne doit donc pas faiblir. Le projet USAID Mini-Wash continue de jouer sa partition avec l'implication effective des municipalités et des partenaires dans le but de répondre aux besoins des populations. L'administration municipale s'engage ainsi à accompagner le secteur privé dans ces initiatives. Cette journée des toilettes célébrée en différé à la mairie de Cotonou est meublée par une présentation à l'assistance des technologies innovantes développées dans le sous-secteur par Mini-Wash et une communication sur la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 sur l'hygiène publique en République du Bénin. Tout ceci est suivi d'une exposition des produits d'assainissement. L'atelier de sensibilisation organisé par la Cour de justice de l'UEMOA à Cotonou sur la formation des acteurs judiciaires a connu son épilogue hier. Les acteurs du droit des pays de l'espace UEMOA ont été formés sur le droit communautaire, compte rendu de la cérémonie de clôture. Pendant 4 jours, ces acteurs du droit venus de différents pays de l'espace UEMOA se sont réunis à Cotonou. Objectif de ce séminaire de sensibilisation est de permettre, entre autres aux participants, de se familiariser davantage avec le droit communautaire UEMOA et ses modalités de mise en œuvre. Au terme des travaux, les attentes sont comblées. Nous avons eu droit à des communications très enrichissantes portant sur le cadre institutionnel et juridique de l'UEMOA, sur la Cour de justice de l'UEMOA, compétences et procédures applicables, ainsi que sur le droit communautaire et le renvoi préjudiciel. Je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés sur les problématiques. Le représentant du garde des Sceaux béninois, parrain de ce séminaire, est satisfait de la qualité des échanges l'ayant marqué. Pour lui, les recommandations faites à l'issue des travaux sont assez pertinentes. Je note visiblement que les participants se sont appropriés le droit communautaire UEMOA et surtout sa procédure, la procédure de la Haute Cour de justice, et ils sont prêts à assurer l'interaction entre cette Cour et les juridictions du Fonds des États membres. Les travaux de ce séminaire national de formation et de vulgarisation du droit communautaire ont pris fin par une cérémonie de remise d'attestation aux participants. Férus du sport, sachez qu'un festival dénommé Festival international de randonnée et discipline intégrante du Bénin se prépare. L'événement organisé par la société Ecom Sport va se tenir du 2 au 10 décembre prochain à Ouida. Plusieurs randonnées sont au programme. Une conférence de presse a d'ailleurs été animée ce jeudi à Cotonou par les organisateurs pour éclairer l'opinion publique sur les enjeux de cette initiative. Le compte-rendu de cette conférence de presse avec Teddy Goudalan. Face aux professionnels des médias, le comité d'organisation du Festival international de randonnée et discipline intégrante du Bénin
À quelques jours de la tenue de cet événement sportif à Ouidah, toutes les dispositions prises pour sa réussite ainsi que le programme concocté sont dévoilées. FIDIB 2023 sera une fête qui va réunir un parterre d'invités sous le thème randonnée, culture et écotourisme. Samedi 2 décembre 2023, nous aurons la rando inaugurale. Ce sera l'ouverture du festival par une randonnée pédestre qui démarrera de la porte de non-retour pour la Bouche du Roi avec pour objectif la promotion des aptitudes éco-citoyennes. Ce rendez-vous met en exergue le sport et le tourisme du 2 au 10 décembre 2023. Il est initié par Ecom Sport, une société de coaching sportif et conseil en bien-être et d'organisation d'événements sportifs. La rencontre sera ponctuée de plusieurs types de randonnées, à savoir la rando inaugurale, silencieuse mémorielle et celle du littoral. Nous aurons donc des guides du début jusqu'à la fin. Un circuit bien balisé, et sécurisé, avec c'est-à-dire le ravitaillement qu'il faut. Il y aura donc des bacs pour la randonnée nautique. Et à ce niveau, nous avons tous les compléments sécuritaires. Il y a donc la base navale, donc les forces de défense et de sécurité qui sont là pour encadrer avec des plongeurs. Le Festival international de randonnée de discipline intégrante du Bénin ne sera pas que pédestre. Nous aurons également plusieurs autres randonnées telles que rando motard, rando rollers, handi rando, rando vélo. Nous proposons ces randonnées pour la découverte du riche patrimoine culturel et touristique du Bénin en général et celui de Ouidah spécifiquement. Derrière cette initiative, la société Ecom Sport entend contribuer au développement inclusif et durable par la promotion de la randonnée comme un outil de valorisation de la culture, des attraits touristiques et écologiques du Bénin. Le chapitre béninois de Women in Global Health, fondé depuis octobre 2021, a procédé ce matin au lancement officiel de ses activités. La journée de lancement s'est tenue au champ de foire de Cotonou en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Voici le reportage de la cérémonie. Elles sont des femmes audacieuses et assoiffées de changement. Elles ont décidé d'unir leurs forces pour faire avancer l'égalité des sexes dans divers domaines de la santé et domaines connexes. Fondé en octobre 2021, enregistré en décembre 2022, le Women in Global Health Bénin, dont la mission est de plaider pour le leadership féminin dans le secteur de la santé, lance officiellement ses activités. Le lancement de cette association marque le début d'un voyage passionnant vers le leadership des femmes dans le secteur de la santé, non seulement au Bénin, mais à l'échelle mondiale. Nous aspirons à briser les barrières qui entravent la pleine participation des femmes, que ce soit dans la prise de décision, la recherche, la prestation de soins de santé ou d'autres domaines cruciaux de la santé. Il est important de souligner que le but ultime de Women Global Health Bénin est de parvenir à l'amélioration de la santé et à réduire les inégalités de santé au sein de nos populations par la participation et l'engagement des femmes leaders en santé. La représentante du ministre de la Santé dans son allocution a salué l'initiative et a réaffirmé l'engagement du ministère de la Santé à accompagner l'organisation dans leurs différentes actions. Le secteur de la santé renouvelle ses engagements et je ne doute pas que les activités qui seront mises en place et qui seront déployées par le secteur bénin seront des activités valorisantes qui vont permettre d'inverser cette tendance et nous permettre d'améliorer notre représentativité, je parle aussi en tant que femme, au sein des instances de décision. Et donc je renouvelle la disponibilité et l'engagement du ministère de la Santé à l'accompagnement de toutes ces initiatives. La vision du Women in Global Health Bénin, qui est en phase avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026, impacte aussi le domaine social.
Le ministre de l'Action sociale assure sa contribution à l'atteinte des objectifs du VGH Bénin et à l'amélioration des conditions de toute la population et des femmes en particulier. Construire le mouvement du VGH pour le leadership des femmes et l'égalité des sexes dans le domaine de la santé. Ainsi définis, vos objectifs sont en phase avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5, qui vise à réaliser l'égalité des sexes. Votre vision est également en cohérence avec le programme d'action du gouvernement, le PAG 2021-2026. Votre leitmotiv est d'abord social. De ce fait, je salue votre engagement et vous assure que le ministère des Affaires sociales reste disponible pour vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Je voudrais terminer mes propos en exprimant ma gratitude aux différents acteurs qui ont œuvré pour l'organisation et la réussite de cet événement. Et c'est sur ces mots de gratitude que je déclare officiellement lancer cette association Women in Global Health. Plusieurs points ont marqué cette journée de lancement. Ce sont entre autres la présentation du VGH chapitre Bénin, la présentation du rapport d'études sur le leadership féminin dans le domaine de la santé au Bénin, la présentation des grandes lignes du plan d'action 2024 de Women in Global Health Bénin. Sécurité routière après la santé, le 30 novembre prochain, l'Agence nationale des transports terrestres va procéder au lancement officiel du projet Sécur-Route au Palais des Congrès de Cotonou. C'est un projet qui ambitionne de révolutionner la sécurité routière au Bénin. En prélude à cet important rendez-vous, l'ANAT est en campagne d'information et de sensibilisation sur le terrain à travers des conférences publiques. Première étape dans cette tournée Parakou dans le département du Borgour. Sur place, le directeur général et ses collaborateurs ont expliqué le bien fondé de cette réforme aux usagers de la route. Jacques Degbé. Ce système fonctionne à merveille. C'est à travers des présentations détaillées suivies des débats que le directeur général de l'ANAT et ses collaborateurs ont exposé les tenants et aboutissants du projet Sécur-Route, un programme national initié et financé par le gouvernement béninois qui vise à renforcer la sécurité routière au Bénin. Sécur-Route est un système national qui a comme finalité le renforcement du respect des obligations des usagers de la route. Cette solution de veille et de prévention des dommages humains et matériels consiste d'abord à la fiabilisation des données du parc automobile roulant par la pose de vignettes appelée Sécur-Route. Lors de contrôles techniques, les usagers qui peuvent vérifier en ligne la propriété, la conformité du véhicule en ce qui concerne les droits et obligations à l'assurance du véhicule, aux informations du contrôle technique. Utilisé par l'ANAT, le Centre national de sécurité routière et la police républicaine, la plateforme Sécur-Route est accessible en ligne pour tout type de véhicule à travers le site internet securroute.anat.bj. Ceci après obligatoirement la pose de vignettes sur le pare-vitre du véhicule. Ceux qui sont propriétaires d'un véhicule, ils vont simplement sur securroute.anat.bj. Et ensuite, ils cliquent sur « Vérifier sur le véhicule » en saisissant deux informations. Comme l'écran le montre, vous avez à saisir tout simplement, sans vous connecter, là où c'est encadré en rouge. D'accord? Donc, vous mettez le numéro d'immatriculation de votre véhicule et ensuite quelques caractères de votre châssis. Et en principe, elle vous donne la conformité. Mais la conformité, c'est quoi? C'est celle-là qui vous dit que votre assurance est à jour. C'est celle-là qui vous dit que la TVM est à jour et c'est celle-là qui vous dit que vous avez une visite technique à jour. Le paiement de tous ces services ainsi que les frais de contravention peuvent se faire par mobile money ou au niveau du trésor public. Mais comment obtient-on la vignette? Le lieu principal pour des véhicules qui roulent déjà, c'est le CNSR. Mais pour des véhicules acquis et en immatriculation, au moment où vous retirez vos titres de transport, carte de grise et plaques fixées, on fait l'association systématiquement sur ce véhicule. La vignette est gratuite. J'ai été sidéré tout à l'heure en lançant sur la plateforme les références de mon véhicule et tout a été révélé. Je suis à jour et ça n'a pas duré une minute. Ça nous réjouit beaucoup
surtout que nous, les transporteurs, on n'a pas peur de temps. Et la viande va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Après l'étape de Parakou, l'équipe de la NAT sera à Boycon lundi pour le même exercice avant le lancement officiel du projet le 30 novembre au Palais des Congrès à Cotonou. Les évêques du Bénin ont rendu grâce à Dieu pour la vie de l'Église. Ici au pays et dans le monde, c'était à l'occasion de leur première session plénière ordinaire de l'année pastorale 2023-2024. Cette 70e session plénière ordinaire s'est déroulée à Djougou 3 jours durant. Elle s'est ouverte par une messe solennelle à la cathédrale Sacré-Cœur de Djougou, présidée et officiée par le président de la conférence épiscopale du Bénin, Monseigneur Roger Rouedji. À l'issue des travaux, un communiqué final a été rendu public à la curie diocésaine de Djougou. On écoute ici le porte-parole de la conférence épiscopale du Bénin, Monseigneur Eugène Cyril Rounécan. 1. Au début de leurs assises, les évêques du Bénin ont eu une pieuse pensée pour 2 vaillants fils de l'Église qui ont répondu à l'appel du Seigneur ces derniers mois. Il s'agit de feu Monseigneur Marcel Honorat Agboton, archevêque émérite de Cotonou, et de feu Léon Okio, vice-président du Laïka au sein de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, pour les nombreux services rendus à l'Église. Que Dieu, le Père des miséricordes, leur accorde le repos éternel et fasse briller sur eux sa lumière sans déclin. 2. La conférence épiscopale du Bénin remercie tout le peuple de Dieu pour son soutien spirituel à l'occasion de sa récente visite ad limina apostolorum à Rome du 16 au 21 octobre 2023. Ce fut un véritable moment de grâce, marqué essentiellement par le pèlerinage sur les pas des saints apôtres dont ils sont les successeurs, les séances de travail dans les dicastères, les célébrations dans les basiliques de Rome et la rencontre avec les Béninois résidant à Rome. L'audience privée avec le pape François fut le moment solennel, chargé d'échanges profonds sur la marche de l'Église au Bénin. Il envoie ses chaleureuses salutations et sa bénédiction apostolique à tout le peuple de Dieu au Bénin. En définitive, les évêques du Bénin rendent grâce à Dieu pour le bon déroulement de cet important événement ecclésial dont les nombreuses grâces rejaillissent déjà sur la vie de notre Église au Bénin. 3. Du 4 au 29 octobre 2023 a eu lieu à Rome le synode sur la synodalité, un important creuset d'échanges pour réfléchir sur la vie et l'avenir de l'Église. Notre Église au Bénin a été représentée par son Excellence Monseigneur Kofi Roger Anoumou, évêque de Lokossa. La conférence épiscopale du Bénin rend grâce à Dieu pour les résultats de cette première session du dit synode. Elle invite le peuple de Dieu à continuer de prier pour une bonne suite des travaux prévus pour s'achever en octobre 2024. Que les résultats définitifs qui en découleront contribuent à la croissance et à l'édification de l'Église, notre mère. 4. Du 9 au 17 août dernier, le Bénin a abrité l'édition 2023 du Refresher Programme, une rencontre internationale des journalistes et communicateurs catholiques de l'Afrique occidentale. Les travaux ont porté sur le thème « Dialogue interreligieux et promotion de la paix en Afrique de l'Ouest »,
contribution des communicateurs et professionnels des médias. Les évêques du Bénin félicitent l'Association béninoise des communicateurs et journalistes catholiques ABCJ-KTO pour la belle organisation de ce grand forum d'échange. Il remercie par la même occasion toutes les personnes de bonne volonté qui ont généreusement contribué à la réussite de cet événement important. Ils implorent sur eux l'abondance des grâces divines. Au titre des points restants, le porte-parole de la conférence épiscopale du Bénin a abordé la célébration du grand jubilé en 2025 de l'Église, les démarches entamées en vue de l'acquisition d'une télévision catholique au Bénin. Il est au micro de Alassane Harouna. 5. L'Église universelle a initié sa marche vers la célébration du grand jubilé de l'année 2025, avec pour thème général « Pèlerin d'espérance ». En prélude, l'année 2024 est dénommée « Année de la prière ». Les évêques du Bénin invitent tous les responsables de paroisse, les aumôniers des mouvements, les groupes de prière, les associations catholiques et les instituts religieux à prendre des initiatives concrètes pour mieux vivre cette année préparatoire. En outre, un grand pèlerinage national est envisagé en direction de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire pour marquer cette année jubilaire. 6. Les démarches en vue de l'acquisition d'une télévision catholique au Bénin ont connu une avancée significative avec l'obtention de l'agrément. Les évêques du Bénin remercient la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC pour ce grand pas franchi. Ils comptent sur la nette détermination, la franche collaboration et la généreuse contribution spirituelle et financière de tous les fils et filles de Dieu au Bénin pour un heureux aboutissement de ce projet. 7. Au volet socio-politique, la conférence épiscopale du Bénin apprécie les nombreux efforts du gouvernement visant à donner un nouveau visage à notre pays à travers des réalisations concrètes telles que l'amélioration des axes routiers, l'éclairage des zones obscures, les nombreux projets de construction et de modernisation dans divers domaines. En leur exprimant leur gratitude pour tous ces efforts, les évêques du Bénin formulent le souhait renouvelé de la prise de mesures sociales pour remédier à la flambée des prix des produits de première nécessité. En outre, face à la recrudescence des cas d'insécurité dans certaines localités de notre pays, ils encouragent les forces de l'ordre à ne point baisser la garde, surtout en cette période de fin d'année civile, afin de permettre à nos citoyens de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes, car la quiétude est gage fondamental de tout développement. Au terme de leurs travaux, les évêques du Bénin expriment leur profonde gratitude à tout le peuple de Djougou pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé durant leur séjour. Ils implorent sur eux, ainsi que sur tous les fils et filles de notre pays, les torrents de grâce et de bénédiction divine. Que chaque citoyen
puisse œuvrer en faveur de la paix dans le monde, dans notre pays et dans nos familles. Bonne fête du Christ, roi de l'univers, fructueux temps de l'Avent et sainte année liturgique B, fait à Djougou le 22 novembre 2023. Le porte-parole de la conférence épiscopale du Bénin. On va finir avec le congrès EC régional de l'aventure de l'âme qui se tient cette semaine à Abomey-Calavi. L'ouverture de cette rencontre a eu lieu jeudi. La liberté spirituelle constitue un principe fondamental, des enseignements des cancars. Le thème est intitulé « Les leçons spirituelles de la vie ». L'ambiance de fête ici au Palais de la Gratitude à Abomey-Calavi témoigne de la bonne préparation du congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023 qui s'est ouvert le jeudi 24 novembre. Ce sera l'occasion pour équistes et invités durant 3 jours d'être éclairés sur les raisons pour lesquelles parfois on est seul à être aux prises avec certaines difficultés. Le directeur du congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023 se veut rassurant. Du 24 au 26 novembre 2023, vous aurez à vivre d'intenses moments de spiritualité au cours desquels vous trouverez des réponses appropriées aux nombreuses questions que vous vous posez sur les défis auxquels vous faites face et qui vous déséquilibrent constamment. Des outils vous seront proposés pour endiguer vos insatisfactions et vous obtiendrez des armes nécessaires pour les affronter. Des panels, tables rondes, causeries, ateliers sont au menu du programme. Plusieurs équistes et invités ont effectué le déplacement à l'occasion de l'ouverture des résas venus du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. La présence à ce congrès a pour les membres diverses significations. Chaque fois que nous avons l'occasion de nous réunir, c'est comme si on fait un bilan d'étape, on vient se ressourcer, on vient confirmer nos acquis et prendre de nouveaux engagements. Parce que le chemin de la vie vers Dieu, c'est infini. Nous sommes là pour donner de l'amour et recevoir de l'amour. Déjà, on apprend à donner de l'amour parce que ce n'est pas facile de donner de l'amour à son prochain et pas facile d'en recevoir aussi. Donc, Ekankar nous apprend à donner de l'amour et à recevoir de l'amour en retour. Un congrès EC régional est une opportunité offerte à tous. Que vous soyez membre d'Ekankar ou pas, vous êtes invité à partager ces moments heureux. Cette opportunité vous permet de partager avec les autres les expériences spirituelles que vous vivez sur la voie spirituelle. Ekankar repose sur l'expérience personnelle directe, expliquent les équistes. Il transcende la philosophie et les religions de l'orthodoxie, ajoute-t-il. Pour la tenue du congrès, d'inlassables efforts sont consentis avec joie, dévotion, amour et abnégation, a laissé entendre le directeur du congrès 2023. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous. À très vite.